Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, la suite du salon DLD Tel Aviv, le grand rendez-vous de l'innovation. Coup de projecteur aujourd'hui sur ces géants mondiaux du high-tech implantés en Israël. Google, Intel, Facebook, que cherchent-ils au sein de la Startup Nation? Quelle est la nature de leurs investissements? Reportage dans un instant et interview à ne pas manquer juste après de Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, la directrice exécutive innovation, marketing et technologie chez Orange. Ce sera en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et avant tout cela, on passe en vue l'essentiel de l'actu éco de ce mercredi, marqué en Asie par ce spectaculaire rebond de la bourse de Tokyo, plus 7,71% à la clôture pour l'indice Nikkei, du jamais vu depuis 2008 et l'effervescence de la crise financière. Redressement dans le sillage de Wall Street hier et qui s'explique surtout par les espoirs de nouvelles mesures de relance en Chine. Depuis la dévaluation il y a un mois du yuan chinois, la place nippone avait perdu 16%. L'actualité en Europe est toujours à la une, la crise des migrants qui occupait forcément une place de choix dans le discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker. À Strasbourg ce matin, le président de la Commission européenne a proposé la mise en place d'un mécanisme permanent et contraignant de répartition des réfugiés. Il s'agit pour l'heure de relocaliser 160 000 personnes venues principalement d'Irak et de Syrie et arrivées en Grèce, en Italie ou en Hongrie. Jean-Claude Juncker réclame l'accord des 28 d'ici lundi. Nous devons, dit-il, les accueillir dans nos bras. Et au niveau des quotas, l'Allemagne devrait prendre en charge le quart des arrivants, 20% pour la France et 12% pour l'Espagne. Pas de poème, pas de rhétorique. L'action est ce qui est nécessaire pour le moment. Au fil du temps, la migration doit cesser d'être un problème pour devenir une ressource bien gérée. À cette fin, la Commission présentera un paquet de mesures légales bien conçues, début 2016. Il est très important que l'immigration soit légalisée. Hier, c'est le ministre allemand des Finances qui avait confirmé que Berlin était prêt à faire face à cet afflux sans précédent de migrants, mais sans pour autant contracter de nouvelles dettes. Dimanche, la coalition d'Angela Merkel avait convenu d'une enveloppe de 6 milliards d'euros. Il faudra sans doute amender le projet de budget 2016. Aujourd'hui, nous sommes capables de réagir de façon appropriée à ce grand défi, parce qu'au cours de ces dernières années, nous avons acquis la capacité financière pour agir. Et même si cela a été si souvent critiqué, nous devrions pouvoir dire que c'est bien le résultat d'une restructuration conséquente du budget de l'État. On quitte l'Europe et en Tunisie, la visite de Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Elle a appelé les autorités à poursuivre le vaste chantier de réformes engagé pour tenter de relancer l'économie. On s'attend à une croissance de seulement 0,5% cette année. Et récemment, une ligne de crédit accordée par le FMI il y a 2 ans a été prolongée en signe d'appui. L'économie tunisienne a su faire preuve de résilience. Et en plus d'une stabilisation politique et démocratique, elle a réussi, malgré les difficultés, à établir une stabilisation sur le plan macroéconomique. Voilà, sachez que le voisin algérien accuse une lourde chute de ses réserves de change, 20 milliards de dollars de moins en seulement 6 mois, à 159 milliards fin juin, la faute à l'effondrement des cours de l'or noir. Au Moyen-Orient, Dubaï voit toujours les choses en grand côté immobilier. Les projets les plus fous ne manquent pas, villas et gratte-ciel de luxe ou même une station de ski couverte. Il fait 50 degrés en été. Malgré tout, le salon Cityscape a ouvert ses portes, vous le voyez hier, sur fond de baisse des prix, moins 10% en moyenne depuis le 1er janvier et peut-être moins 15% sur l'ensemble 2015. Cela est dû surtout à ce qui se passe à l'échelle mondiale, comme les variations des prix du pétrole et la nervosité provoquée par le ralentissement chinois. Le marché résidentiel de Dubaï est très affecté car une grande partie des gens qui achètent ici sont des investisseurs étrangers. Et puis du luxe, toujours du rêve cette fois, le dernier modèle de Rolls-Royce a été dévoilé mardi en vue du prochain salon de Francfort. C'est un cabriolet, vous le voyez, moteur V12, 570 chevaux, 5,28 m de long, le tout pour environ 300 000 €, tarif non encore officiel. Et l'objectif est aussi de séduire les grosses fortunes asiatiques. Nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, mais bien sûr, l'Asie est importante. Tout le monde sait ce qui se passe actuellement sur le marché chinois, avec la contraction de l'industrie du luxe. Mais sachez que l'Inde aussi est l'un des marchés où nous avons une longue tradition. Et ceci est très important pour notre marque.
Et direction à présent le salon DLD. C'est l'événement innovation de l'année à Tel Aviv. Gros plan aujourd'hui sur ces mastodontes du high-tech. Leur valeur boursière se chiffre en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars. Et c'est en Israël qu'ils investissent depuis plusieurs années pour tenter d'accroître leur avance technologique. Anthony Less m'en a sélectionné 3 pour nous, et non des moindres, Google, Facebook et Intel. On regarde son reportage. Cette petite musique résonne en Israël depuis 1974, l'année où Intel fonde un bureau à Jérusalem. 40 ans plus tard, le géant américain est présent sur tout le territoire. Intel emploie directement 10 000 personnes et 30 000 de manière indirecte. Les emplois couvrent aussi bien la recherche et les développements que la fabrication. En 40 ans, Intel a investi plus de 17 milliards de dollars dans l'État hébreu. Aujourd'hui, des produits de premier plan sortent des laboratoires israéliens. C'est le cas du nouveau processeur Skylake. 2 fois plus rapide, 3 fois plus économe en énergie et une véritable révolution pour les développements graphiques. Skylake a été conçu par une équipe de recherche et développement ici en Israël. Pas seulement en Israël, mais en grande partie. Surtout au nord de Haïfa, là où se trouvent beaucoup d'ingénieurs. Si Intel a ouvert une brèche, d'autres géants américains s'y sont engouffrés. C'est le cas notamment de Google. Implantée en Israël en 1998, la compagnie compte aujourd'hui plus de 700 employés. Pour le salon DLD 2015 à Tel Aviv, Google a créé un grand événement autour du cloud. Un marché très compétitif estimé à 3 000 milliards de dollars dans les années à venir. Lancée il y a 3 ans, la plateforme Cloud Israël est l'un des 4 hubs mondiaux de cette nouvelle technologie online. En clair, Google met à disposition des entreprises et des développeurs ses serveurs, ses outils et ses compétences. Venu de Californie, Miles Ward nous explique les avantages de cette nouvelle activité. Vous payez à la minute utilisée, donc si vous avez besoin d'une base de données, d'un site web, d'une application ou de nouveaux outils pour faciliter l'accès d'informations à des utilisateurs mobiles, nous élaborons des systèmes qui permettent l'élaboration de ce genre de solutions, des systèmes incroyablement sécurisés, incroyablement performants et super économes. Google Cloud compte déjà 10 000 portefeuilles dans le monde. Cette plateforme permet d'accélérer les innovations en gagnant du temps sur l'élaboration des codes et de l'argent sur la conception des outils. À la fois vendeur de solutions mais aussi acheteur d'applications comme Waze il y a 2 ans, Google a une place de choix dans l'écosystème israélien. Encourager l'innovation et dénicher les talents sont la priorité de la 2e compagnie mondiale en capitalisation boursière. Une tendance globale en Israël. Dans le passé, les gens suivaient les entreprises, donc ils allaient là où IBM, Intel s'installaient. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La compagnie va où les talents sont. Ce qui est unique en Israël, c'est que les Israéliens cherchent les problèmes, pas les solutions. Ils se demandent quels sont les problèmes autour d'eux et trouvent la solution. Facebook veut aussi sa part du gâteau. Fraîchement arrivé en Israël il y a 2 ans, le numéro 1 des réseaux sociaux tisse sa toile avec 4 acquisitions, dont l'appli Onavo, spécialiste de l'analyse des métadonnées. Désormais, 60 personnes travaillent à plein temps. C'est un des plus gros bureaux de Facebook en Europe, à la fois parce qu'on a beaucoup de clients, mais aussi parce qu'on a un vrai écosystème Facebook qui s'est développé historiquement depuis que Facebook est devenu une plateforme. Le défi, c'est d'être toujours pertinent pour les développeurs, de faire en sorte que le prochain Waze ou le prochain Facetune, par exemple en Israël, soit bâti et développé sur la plateforme Facebook, à la fois pour développer les applications, pour les faire grandir et aussi pour les monétiser. Plus que jamais, les géants américains du high-tech misent sur Israël. La Silicon Valley a donc sa succursale au Proche-Orient, surnommée d'ailleurs la Silicon Wadi. Un autre géant marche sur les plates-bandes américaines, la Chine. L'année dernière, la 2e économie mondiale a investi pour 8 milliards de dollars en Israël. Voilà, la nation start-up qui n'a pas fini d'attirer les investissements. On interroge à présent Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, directrice exécutive innovation, marketing et technologie chez Orange. Bonjour. On va parler d'abord des fameux Orange Fab Lab avec lesquels vous investissez donc dans des start-up. Il y en a un ici en Israël. Quel est son bilan ? Aujourd'hui, on fête le premier anniversaire, la première bougie du Fab Israël. Donc le Fab Israël, un accélérateur de start-up, 2 saisons par an, 5 start-up pendant la première, 6 pendant la seconde. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller rencontrer des start-up qui ont des idées, qui ont des envies, qui ont un service à proposer à nos clients. Et puis, nous, de les aider en donnant accès à l'expertise du groupe, en donnant accès au marché, à nos clients. Et donc, on a déjà, sur ces startups,
startups, des jolies histoires. Un service qui est sorti de la 2e saison en France au mois d'avril, une chaîne télé, et puis un partenariat avec Deutsche Telekom, avec qui on travaille aussi beaucoup et on échange sur la personnalisation de la relation avec des vidéos. Donc vraiment des belles histoires et une dynamique très importante. Et quelles sont les solutions que recherche Orange en Israël? Data, téléphonie, est-ce qu'il y a une cible en particulier? Quand on fait un appel à la start-up, et on est en train de le faire, puisque la 3e saison va démarrer dans quelques semaines, on est vraiment très ouvert. Notre idée, c'est d'avoir des candidatures, d'avoir des dossiers. Et puis nous, on en discute aussi avec nos business units, avec nos marketeurs. Parce que si on sent qu'il y a une appétence, si on sent qu'il y a une envie chez nos marketeurs, eh ben, c'est un élément fort parce que ça va pouvoir échanger, discuter. Et on va vraiment s'enrichir les uns les autres. Donc on n'a pas de thématique ciblée. On est vraiment très ouvert. Et après, c'est notre marché, c'est nos clients qui vont nous indiquer s'il y a des pistes et s'il y a des startups qui se dégagent. Alors pour certains investisseurs français, Israël est un peu une étape pour ensuite traiter avec la Silicon Valley ou avec l'Asie. Est-ce que c'est votre avis aussi, Israël, un petit peu comme passerelle technologique? Le Fab Israël, il fait partie d'un réseau plus large de 10 fabs. Et quand on réfléchit à où implémenter un accélérateur, en fait, c'est soit dans un pays d'opération, pour avoir une proximité des canaux de distribution du client très concrètement, soit dans des secteurs où il y a une innovation énorme, un dynamisme. Donc nous avons 3 fabs de la 2e catégorie, Israël bien sûr, et puis Séoul, et puis aussi la Silicon Valley. Donc ces fabs travaillent aussi en réseau, se présentent des startups les uns les autres. Si je vous donne un exemple, par exemple, le Fab français a accéléré une start-up qui avait été détectée par le Fab Israël et dont le cœur de métier est de faire du transfert d'argent en biens, du cash to goods, vers l'Afrique. Donc vous voyez, on est vraiment sur une zone qui est mondiale et c'est un réseau qui va très vite. Et concernant la France, 5e partenaire commercial d'Israël au sein de l'Europe, 2 ans après la visite ici de François Hollande et avec la venue ces jours-ci d'Emmanuel Macron, est-ce que vous croyez à un essor des partenariats grâce aussi à ce salon d'ILD dont vous pourriez profiter vous aussi? Je crois que ce serait à notre ministre qu'il faudrait poser la question. Nous, modestement, on participe à une journée extraordinaire, énormément d'énergie, donc que du positif. Merci beaucoup Marie-Noëlle Jégo-Lavessière d'avoir répondu à nos questions. On va passer au Media Watch. Et à la une de la revue de presse, les commémorations du 11 septembre. C'est dans 2 jours. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Vous nous parlez d'un broker auteur d'une initiative assez originale. Oui, acheter des actions Apple ou revendre des obligations grecques, habituellement passer des ordres de bourse, se fait via Internet ou par téléphone avec son banquier. Mais ce vendredi, eh bien, il se peut que ce dernier soit remplacé par une célébrité, comme par exemple Carla Bruni, Cyril Lignac, Patrick Poivre d'Arvor ou encore Bernadette Chirac, des voix connues qui ne devraient pas avoir trop de mal à convaincre les clients. Ensuite, tout le chiffre d'affaires récolté cette journée sera reversé à des associations caritatives. Il s'agit donc d'une initiative, comme vous l'avez dit David, du broker parisien Aurel BGC. Je vous rappelle qu'Aurel BGC fait partie du groupe plus gros, le groupe mondial BGC Partners, qui a perdu 568 collaborateurs lors des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Depuis chaque année, la plupart de ces filiales dans le monde organisent ce type d'événements, ce type d'action. En 2014, 12 millions de dollars ont été récoltés et reversés à des associations. C'est un geste fort. On reste, Joanna, dans l'univers de la finance avec les gains parfois impressionnants des banquiers de Wall Street. Oui, c'est un article signé Business Insider. Il y a quelques mois, on parlait donc des conditions assez difficiles pour les stagiaires de Wall Street, des horaires à rallonge, de l'humiliation ou encore une forte pression. Mais heureusement, ça ne dure pas très longtemps puisqu'ensuite, ils arrivent souvent à trouver un véritable poste avec la rémunération qui va avec. Selon une étude menée sur les employés de quelques 25 banques d'investissement à Wall Street, eh bien, avec leur salaire fixe plus leur bonus, les analystes gagnent pas loin de 100 000 $ par an. Les associés, un petit peu plus de 150 000 $ par an. Pour le poste de vice-président, c'est environ 260 000 $ l'année. On avance donc crescendo. Les directeurs empochent plus de 400 000 $ par an. Alors pour le petit rappel, 400 000 $ par an, c'est aussi le salaire de quelqu'un de très connu. Vous avez une idée, David ?
peut-être, allez au hasard, Barack Obama. Effectivement, c'est le salaire annuel donc, du président américain selon des chiffres dévoilés en mars dernier par CNN. Et pour terminer, ceux qui ont de la chance de passer directeur général pourront gagner plus de 700 000 $ annuels, dont plus de la moitié uniquement grâce au bonus. C'est assez motivant. Et puis un mot pour finir, Johanna, aussi sur le Financial Times. Il est gratuit aujourd'hui. Oui, jusqu'à mercredi minuit. Vous pouvez donc consulter librement la version internet du quotidien britannique. Évidemment, il ne s'agit pas d'un cadeau désintéressé, mais d'une initiative pour booster les abonnements. En général, ça fonctionne. D'ailleurs, l'année dernière, le New Yorker avait adopté cette technique avec succès, plus 85% d'usagers lorsque le journal était redevenu payant. Ouais, donc opération gagnante. Merci beaucoup, Johanna, et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Ce sera pour parler d'Apple notamment, et l'information continue. Restez avec nous.